caryotype dit à haute résolution, c'est ce caryotype, vous voyez, où on a des chromosomes très allongés. Alors ce caryotype en haute résolution, eh bien, on pouvait l'appliquer sur du sang, mais sur des fibroblastes, pas vraiment. Sur du liquide amniotique, pas vraiment. Donc la limite du liquide amniotique était d'un caryotype fait donc en prénatal. Donc, parce que quand même, pourquoi je dis prénatal? C'est-à-dire que la sanction va être l'interruption. On était à 5 millions de paires de bases, et encore 5 à 10 millions de paires de bases, puisqu'on n'était pas du tout en haute résolution, on était un caryotype normal, je répète pour que ce soit très clair, pour la situation prénatale. On ne pouvait pas faire de haute résolution, donc la limite n'était même pas 5 millions de paires de bases, était beaucoup plus importante. Donc vous voyez qu'on était relativement grossier à l'époque, mais on fait avec ce qu'on a. Les choses ont commencé à évoluer en 1981 par l'introduction en cytogénétique, je regarde l'heure quand même, par l'introduction en cytogénétique des techniques de biologie moléculaire. Pour que vous puissiez être très clair dans votre tête, la biologie moléculaire, c'est les années 70. Et les premières techniques de biologie moléculaire, ça a été d'être capable de prendre des fragments d'ADN, d'y introduire de la radioactivité et d'hybrider sur de l'ADN qu'on avait fait migrer sur des plaques de nylon. Et la personne qui a découvert ça s'appelle M. Sarzern. Et donc, ça a donné lieu à ce qu'on appelle donc des Sarzern blots. Donc on voyait en fait une bande. On a beaucoup travaillé avec ce type de technique. Eh bien, en 1981, il y a un monsieur aux États-Unis qui s'appelle, à Yale, qui s'appelle David Ward, qui, au lieu d'introduire dans un fragment d'ADN un nucléotide marqué en radioactivité, a introduit un nucléotide marqué avec, on va dire, un fluorochrome. Et donc, avec ce produit marqué, le fragment marqué, on le nomme sonde, il devient une sonde, puisqu'on peut aller voir où est-ce qu'il va, il va sonder et on peut repérer où est-ce qu'il est. Eh bien, il a appliqué ceci à la cytogénétique, c'est-à-dire au lieu d'hybrider sur une membrane, il a hybridé sur des préparations chromosomiques. Et c'est pourquoi on dit hybridation in situ. À la différence du Sarzern blot qui est, vous avez coupé de l'ADN, vous avez fait migrer, etc., il n'y a plus de forme. Là, c'est sur les formes anatomiques réelles, chromosomes, noyaux. Donc, c'est l'hybridation in situ fluorescente. Déjà, ça, années 80, ça a pris son envol dans les années 90. Ça a été appliqué dans les laboratoires français, vraiment, dans les années 2000. Parce que les firmes commerciales ont commercialisé plein de sondes de différentes régions. D'accord? Et donc, ça a permis de faire un pas dans l'exploration, et vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, préparez-vous, puisque ce sont de très belles images. Là, ça a commencé à m'intéresser. L'hybridation in situ repose sur le principe, sur la propriété de l'ADN de dénaturation et de renaturation. La dénaturation, vous êtes capable de séparer deux brins d'ADN. Si vous séparez deux brins d'ADN et que vous mettez en excès une sonde, elle ira rapidement se fixer sur la partie qu'elle reconnaît de l'ADN. C'est ce qui est ici, avec la sonde qui est rouge. On peut utiliser de l'ARN, peu importe, mais on utilise en général de l'ADN. OK? Alors, juste deux mots sur le marquage. On introduit par différents procédés biochimiques, peu importe, dans un fragment d'ADN, un nucléotide qui a un fluorochrome. Je vous rappelle qu'un fluorochrome, c'est une molécule qui peut être excitée par une longueur d'onde particulière. Ces électrons se déplacent, prennent l'énergie et changent d'orbite. Et en revenant sur leur orbite habituelle, vont libérer de l'énergie qui va se traduire par l'émission d'une longueur d'onde. Mais comme il y a toujours de la déperdition, cette longueur d'onde va être d'intensité inférieure à la longueur d'onde d'excitation. On parle donc pour un fluorochrome
d'une longueur d'onde d'excitation et d'une longueur d'onde d'émission. Et donc, on va utiliser plusieurs types de fluorochrome. Là, je vous le dis, vous n'aurez pas de questions là-dessus. C'est une question de principe, que vous compreniez le reste. En général, dans les laboratoires, on va utiliser de la fluorescéine, on appelle ça du FITC, ça va fluorescer en vert. On va utiliser du DAPI qui va colorer tous les chromosomes en bleu. On va utiliser de la rhodamine ou du Texas Red qui sont dans le rouge. On peut utiliser maintenant de l'infrarouge ou de l'infrarouge qu'on ne voit pas, mais les caméras vont capter le signal et vont nous le mettre dans une coloration artificielle. Donc on a différents types de fluorochrome et on marque, on introduit les fluorochromes dans les... tiens, ça revient ça. Bref, donc voilà, c'est l'absorption, l'émission. Alors voilà, on ne voit pas grand-chose, hein, vous ne voyez rien du tout, parce qu'il y a trop de lumière. Vous savez comment éteindre ou pas? Sous la paillasse. Ah ben, moi je vois pas hein, sous la paillasse. C'est pas du tout par ici, non hein? Bon, c'est un peu embêtant parce que là, il y a des images à voir. Bon. Ah. J'ai la spécialiste qui vient. Bravo. D'accord, ok. Donc, on a notre sonde qui est marquée, c'est les petites boules rouges là, ok. On a notre lame où il existe des chromosomes. On va dénaturer non seulement l'ADN sur la lame, on va plonger dans un bac où c'est chaud, entre guillemets, et on va chauffer aussi la sonde, ici, et ensuite on va déposer la sonde sur la lame, on va couvrir avec une lamelle, et on va mettre tout ça en hybridation, ça dépend du type de sonde, un certain nombre de temps. Ensuite, on va retirer la lamelle, on va laver pour éliminer ce qui est aspécifique. On va mettre un colorant qu'on appelle du DAPI pour voir les chromosomes, un peu comme du DIEMSA, il va se fixer sur tous les chromosomes. Et ensuite, on va au microscope à fluorescence et où on ne voit rien du tout, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est un peu bordélique. Bref, voici la lame et voici la préparation où on a hybridé. Et vous avez le microscope où il existe une lumière blanche qui va sortir du microscope. Et comme si on veut voir un fluorochrome particulier, une sonde particulière, on va mettre un filtre qui ne laisse passer que la longueur d'onde d'excitation du fluorochrome que l'on veut voir, et donc de la sonde qui a ce fluorochrome. Et ensuite, voilà, donc ça va sélectionner, et il y aura ce qu'on appelle un miroir dichroïque qui ne va pas laisser passer cette longueur d'onde et qui va la réfléchir sur la préparation. Boum. Donc là, ça va exciter le fluorochrome qui va émettre à ce moment-là une longueur d'onde d'émission qui est d'intensité moins forte que la longueur d'onde d'excitation et qu'on aura un miroir dichroïque qui va laisser passer cette intensité. Il y aura ici un filtre pour éliminer les parasites. Et puis ensuite, soit on regarde directement et on regarde et on voit le signal, on voit les chromosomes en bleu, et puis on voit le signal en rouge ou en vert sur un chromosome. Soit ce signal va dans une caméra qui va digitaliser le signal et qui va l'envoyer à un ordinateur, évidemment un Macintosh, c'est évident. En réalité, ce n'est pas vrai du tout, c'est sur les PC. Enfin bref, mon grand désespoir. Et donc, là, il y aura des logiciels capables d'analyser en fait les signaux. Alors pourquoi ça? Parce que vous pouvez avoir plusieurs sondes dans la préparation,
et vous allez changer séquentiellement donc, de filtre. Et donc, la caméra va pouvoir digitaliser les différents signaux et vous aurez des logiciels capables de faire le mélange, la superposition des différents signaux et pourront vous donner donc des images. Alors, vous avez plusieurs types de sondes. Des sondes capables de peindre tous le chromosome en entier. On appelle ça des sondes de peinture. Vous pouvez avoir des sondes spécifiques d'un locus. Ou des sondes de plusieurs locus. Mais je sais que vous êtes impatient de voir ce que ça donne dans la réalité. Alors attention, ça va être beau. C'est beau, hein? Et bien voilà. Voilà l'hybridation in situ. Donc vous avez par exemple, les chromosomes sont contre-colorés en bleu pour les voir, sinon vous ne les voyez pas. Et la sonde donne les signaux. Vous avez ici un chromosome 6 normal. C'est une sonde de peinture. Vous avez ici un chromosome 13 normal. Et vous voyez une translocation 6-13. Alors, sur le karyotype, vous avez vu qu'il y avait une anomalie. Vous suspectiez que c'était une 6-13. Mais là, vous êtes sûr que c'est une 6-13. Pareil ici, vous avez une 10-13 que vous individualisez de façon... Vous voyez les deux dérivés, d'accord? Les deux dérivés de la translocation 10-13. Donc ça nous permet de confirmer un diagnostic qui est établi par les bandes. On peut faire mieux. Vous pouvez faire des karyotypes en multifluorescence. C'est-à-dire, on a la capacité de pouvoir... vous voulez que j'allume ou pas? Non. On a la capacité, en fait, de pouvoir introduire de façon spécifique des combinaisons de sondes de fluorochrome spécifiques à chacune des paires chromosomiques, ce qui vous permet de faire des karyotypes en multifluorescence. Ça, c'est les années 2000. Les premiers karyotypes en multifluorescence, c'est années 2000. Et donc, lorsque vous avez des karyotypes compliqués où il y a plein d'anomalies comme des choses impossibles à décrire, parce que le noir et le blanc, et puis vous ne pouvez pas décrire ce chromosome, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, eh bien, il vous permet de savoir que là, par exemple, ce grand chromosome, il y a du chromosome 7, il y a du chromosome 12, et au bout, il y a du chromosome 22. Ce que vous n'étiez incapable de faire. Donc voilà, ça permet de préciser une anomalie chromosomique. Et en situation prénatale, par exemple, vous avez souvent des sortes de petits chromosomes qu'on appelle des marqueurs. Vous ne savez pas ce que c'est. Et l'utilisation donc de ces sondes de multifluorescence vous permet de déterminer, c'est beau hein, quand même, hein, vous permet de déterminer l'origine du marqueur. Là, c'est un petit chromosome 8. Là, c'est un petit chromosome 11. Là, c'est un petit chromosome 22. Et là, vous en avez deux. Vous avez un petit marqueur qui est du 22 et un marqueur qui est du 5. Et ça peut être d'une aide importante pour une décision à prendre, pour une interruption ou pas de grossesse pour ce fœtus. Mais, donc ça permet de préciser une anomalie qui est vue au karyotype. Mais ça permet de voir des anomalies qui ne sont pas vues au karyotype. C'est le cas, par exemple, des micro-remaniements. Mais ça, on va revoir tout ça en pathologie. Mais c'est pour vous donner des exemples. Ici, vous avez une anomalie, une délétion qui fait moins de 5 mégabases, qu'on ne voit pas au karyotype. Mais la clinique fait suspecter qu'il s'agit, en l'occurrence, ici, là, de syndrome de Di-George, c'est-à-dire que c'est un enfant qui naît, mais qui n'a pas de thymus, qui a un déficit immunitaire, et qui a une cardiopathie conotroncale, c'est-à-dire de l'aorte et du début de l'aorte et de l'artère pulmonaire. On sait que ça peut être ce qu'on appelle un syndrome de Di-George, c'est-à-dire ça peut être une délétion de la région 1.2 du bras long du chromosome 22, 22q1.2. Alors on nous envoie des prélèvements avec une lettre en disant « Veuillez chercher, s'il vous plaît, toujours s'il vous plaît, un syndrome donc de Di-George. Nous avons, nous, une sonde, c'est-à-dire un fragment de la région 22q1.2 où se trouvent les gènes correspondants qui, lorsqu'ils sont en haploinsuffisance, donnent un syndrome de Di-George. On va faire une hybridation in situ. Et vous voyez qu'ici, voici le chromosome 22,
normal. Alors comment on le reconnaît? C'est qu'on a mis une autre sonde qui détecte le télomère du chromosome 22 en vert, donc on sait que c'est un chromosome 22. Et sur l'autre chromosome 22, qui est repéré par la sonde télomérique en vert, vous voyez qu'il n'existe pas de signal rouge. Ça veut dire qu'il y a une microdélétion. Et en l'occurrence ici, ces microdélétions font en général 1,5 mégabase, peuvent faire 1,5 mégabase. Et je vous ai dit, et je redis, je redis, que je n'ai pas de surprise à l'examen, que la taille minimale...